des amours brûlantes, jusqu'au silence qui épuise, des blessures portées trop longtemps au regard, qui réparent sans faire de bruit. La vie sentimentale d'Enora Malagré a toujours intrigué. À 45 ans, elle cesse enfin de nier ce que beaucoup pressentèrent déjà. Derrière la femme forte, libre, parfois explosive, se cachait surtout un cœur qui attendait d'être aimé sans condition. Pendant longtemps, Enora Malagré a donné l'impression d'être une femme que rien ne pouvait atteindre. À la télévision, elle entrait dans le champ comme on entre dans une arène. Le regard vif, la parole directe, le sourire prêt à devenir une réplique, et cette énergie presque électrique qui ne la quittait jamais vraiment. Dans l'univers feutré, parfois codifié, parfois cruel, du petit écran français, elle ne ressemblait pas aux autres. Elle ne cherchait pas à lisser ses angles. Elle ne demandait pas la permission d'exister. Elle parlait fort, elle riait fort, elle aimait fort, et c'est précisément ce mélange de feu et de fragilité cachée qui a fasciné le public. Certains voyaient en elle une chroniqueuse libre, une femme moderne, audacieuse, capable de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. D'autres la trouvaient trop intense, trop imprévisible, trop entière. Mais une chose était sûre, Enora ne laissait personne indifférent. Et dans un métier où l'oubli arrive souvent plus vite que la gloire, c'était déjà une victoire. On l'a souvent présentée comme une personnalité explosive, presque dangereuse pour le confort des plateaux. La presse française a même parfois résumé son tempérament en une formule sévère, la femme dangereuse, du talk-show. Dangereuse vraiment? Ou simplement impossible à contrôler? Car derrière cette image de femme forte, derrière les éclats de voix, les opinions tranchées et les apparitions médiatiques qui faisaient réagir, il y avait une personne beaucoup plus complexe que le personnage que l'on croyait voir. Enora avait construit, peut-être sans le vouloir, une armure brillante. Une armure faite d'humour, de provocation, de franchise, de passion. Une armure qui attirait les regards, mais qui empêchait parfois de voir les bleus dessous. Le public connaissait ses colères, ses prises de position, ses coups de cœur et ses coups de gueule. Mais connaissait-il ses nuits sans sommeil, ses doutes, ses blessures anciennes, ses amours terminés dans le silence ou dans l'épuisement? On admirait sa liberté, sans toujours comprendre qu'elle pouvait aussi coûter cher. Car être libre, dans le regard des autres, c'est parfois accepter d'être mal comprise. Être sincère, c'est prendre le risque d'être jugé plus durement que ceux qui se cachent. Et Enora, elle, n'a jamais vraiment su se cacher, même quand elle essayait, même quand elle se taisait, même quand elle disparaissait un peu des écrans. Il restait toujours chez elle cette vérité qui déborde, cette façon de porter la vie comme une phrase trop grande pour tenir dans une seule émission. À force de la voir combative, on a fini par croire qu'elle ne souffrait pas. À force de la voir sourire, on a oublié qu'un sourire peut parfois tenir lieu de pansement. Et peut-être que tout le malentendu autour d'Enora Malagré commence là, dans cette confusion entre force et invulnérabilité. Elle était forte, oui, mais elle n'était pas invincible. Elle était courageuse, oui, mais elle avait peur, elle aussi. Elle était brillante, excessive, drôle, parfois déroutante. Mais au fond, comme tant d'autres femmes que l'on juge trop vite, elle cherchait simplement un endroit où déposer son cœur sans qu'on le lui reproche. Et ce cœur-là, le public allait mettre des années à le découvrir vraiment. Pour comprendre Enora Malagré, il faut revenir avant les projecteurs, avant les plateaux, avant les phrases qui claquent et les polémiques qui collent à la peau. Il faut revenir à cette période invisible où se dessine le caractère, où une jeune femme apprend à avancer dans un monde qui récompense rarement la nuance. Enora ne s'est pas construite dans la tiédeur. Très tôt, elle semble avoir choisi l'intensité comme langue maternelle. Aimer à moitié, se taire par prudence, jouer un rôle pour plaire, ce n'était pas son chemin. Chez elle, tout semblait passer par le corps, par la voix, par les émotions entières.
Et cette manière d'être, magnifique quand elle illumine une pièce, peut devenir douloureuse quand elle rencontre l'incompréhension. Car les personnes entières ont souvent ce destin étrange. On les célèbre pour leur authenticité, puis on leur demande de se calmer. On les aime parce qu'elles vibrent, puis on leur reproche de trembler. Enora a longtemps vécu avec cette contradiction. Dans sa carrière comme dans sa vie intime, elle a été aimée pour son feu, mais parfois rejetée pour les flammes. Ses histoires d'amour ont suivi ce même mouvement. Passionnées, profondes, marquantes, mais souvent traversées par des tempêtes. Elle l'a reconnue elle-même, avec cette lucidité désarmante qui apparaît quand on cesse de jouer les héroïnes. Elle a connu de grands chagrins. Des grands chagrins, disait-elle, comme on nomme des montagnes trop hautes pour être contournées. Pas de simple déception, pas de petits regrets que l'on range au fond d'un tiroir. Non. Des douleurs capables de modifier une personne, de déplacer quelque chose en elle, de transformer la façon d'aimer, de faire confiance, de se regarder dans le miroir. Et quand une femme comme Enora aime, elle ne calcule pas. Elle ne met pas son cœur en location. Elle donne. Elle donne vite, beaucoup, parfois trop. Elle donne sa présence, son énergie, ses contradictions, ses rêves, ses peurs. Elle donne aussi cette part imprévisible d'elle-même, celle qui peut fatiguer ceux qui ne savent pas l'accueillir. Voilà peut-être l'une des clés de son parcours. Enora n'a jamais cherché un amour décoratif. Elle cherchait un amour capable de tenir debout face à elle, non pas pour la dompter, mais pour la comprendre. Et avant d'y parvenir, il y eut les essais, les erreurs, les attaches puissantes, les séparations muettes. Il y eut cette envie de croire encore, puis cette lassitude de devoir recommencer. Il y eut aussi le regard du public, qui transforme chaque histoire en récit collectif, chaque rupture en sujet de commentaires, chaque silence en mystère. Dans une vie ordinaire, un chagrin se vit derrière une porte fermée. Dans la vie d'une femme médiatique, il se devine sur un visage, se commente dans les journaux, se déforme sur les réseaux. Alors Enora a appris à avancer avec cette double peine, souffrir pour soi et supporter que les autres inventent parfois la raison de cette souffrance. Pourtant, elle n'a jamais donné l'image d'une femme vaincue. Même blessée, elle restait debout. Même déçue, elle gardait cette façon presque insolente de croire que la suite pouvait encore surprendre. C'est sans doute là que se fabrique la vraie Enora Malagré, non pas dans la lumière parfaite des studios, mais dans ses retours à soi, après la fête, après la rupture, après le vacarme. Dans ces moments où l'on comprend que le caractère n'est pas seulement ce que l'on montre au monde, mais ce que l'on réussit à sauver quand le monde nous a fatigués. Puis il y eut les années de feu, celles où Enora Malagré semblait avancer dans la vie avec la même intensité que sur les plateaux, vite, fort, sans demi-mesure. Au début des années 2000, alors que son visage commence peu à peu à s'imposer dans le paysage médiatique français, sa vie sentimentale prend elle aussi une place particulière dans l'imaginaire du public. En 2001, elle partage sa vie avec Cut Killer, figure légendaire du hip-hop français, DJ respecté, homme de son, de scène et de nuit. Ensemble, ils forment un couple à part. Pas un couple lisse, pas un couple fabriqué pour les magazines glacés, mais un duo de tempérament, de rythme, de mondes qui se répondent. Lui vient de la musique, de l'énergie urbaine, des platines, des clubs, de cette culture où le geste compte autant que la parole. Elle, déjà, porte en elle cette présence qui attire les regards, cette manière de parler comme on lance une vérité au milieu d'une pièce. Et pendant plus de 10 ans, de 2001 à 2013, leur histoire devient l'une des relations les plus longues, les plus identifiables, les plus singulières du show business français. 10 ans, ce n'est pas un détail. 10 ans, c'est une époque entière.
C'est assez long pour traverser des débuts, des réussites, des fatigues, des disputes, des réconciliations, des rêves qui changent de forme. C'est assez long pour que deux personnes deviennent presque une partie de la mémoire l'une de l'autre. Dans ces années-là, Enora n'est pas seulement une femme amoureuse. Elle est aussi une personnalité qui monte, une voix qui s'installe, une présence qui dérange autant qu'elle séduit. Elle devient populaire parce qu'elle n'est pas tiède, parce qu'elle ose, parce qu'elle apporte sur les plateaux une énergie que l'on ne pouvait pas vraiment ranger dans une case. On l'adore ou on la critique, parfois les deux dans la même semaine. Mais on la regarde, on l'écoute, on attend sa réaction. Et c'est peut-être cela le signe des figures médiatiques qui comptent. Elles déplacent quelque chose dans la pièce dès qu'elles arrivent. À cette période, le public semble découvrir une Enora sûre d'elle, rieuse, mordante, capable de tenir tête, capable de répondre, capable de briller dans le bruit. Pourtant, derrière l'image de la femme qui domine le plateau, derrière les éclats de voix et les moments de télévision devenus mémorables, il y a aussi la vie intime, plus silencieuse, plus fragile. Une histoire d'amour longue n'est jamais seulement une histoire d'amour. C'est une maison invisible que l'on construit à deux. On y met des habitudes, des souvenirs, des blessures pardonnées, des promesses que personne n'entend. Et quand cette maison commence à trembler, le monde extérieur ne voit souvent que la façade. Il voit les apparitions, les sourires, les rumeurs. Il ne voit pas les conversations tardives, les distances qui s'installent, les fatigues que l'on ne nomme pas encore. Lorsque leur relation prend fin, en 2013, après plus d'une décennie, Enora choisit pourtant une attitude rare dans un milieu où les séparations deviennent facilement des spectacles. Elle ne transforme pas cette rupture en champ de bataille. Elle ne salit pas le passé. Elle ne réduit pas Cut Killer à une blessure ou à un reproche. Au contraire, elle garde une forme de respect, presque de pudeur, comme si certaines années méritaient mieux que le bruit des règlements de compte. Et cela, beaucoup de spectateurs ne l'avaient peut-être pas prévu. Car on avait souvent résumé Enora à son franc-parler, à ses coups de gueule, à sa capacité à dire ce qui dérange. Mais là, face à la fin d'un amour majeur, elle choisit la dignité. Elle montre autre chose, une maturité discrète, une fidélité aux souvenirs, une manière de dire « ce qui s'est terminé n'a pas besoin d'être détruit ». Voilà peut-être l'un des paradoxes les plus touchants de son histoire. La femme que l'on disait explosive savait aussi se taire quand le silence était plus noble que la colère. Mais après les années de lumière, il arrive toujours un moment où les fissures deviennent visibles. Pas d'un seul coup. Pas comme une vitre qui éclate, plutôt comme une fatigue qui s'installe, une ombre qui gagne du terrain, un sourire qui reste en place, alors que quelque chose, à l'intérieur, commence à lâcher. Pour Enora Malagré, la fin de sa longue histoire avec Cut Killer marque une rupture intime, mais aussi symbolique. Elle tourne une page de plus de 10 ans, et l'on sait à quel point certaines pages collent au doigt quand on essaie de les fermer. À la fin de l'année 2013, elle connaît une relation avec l'acteur Gianni Giardinelli. Une histoire plus brève, plus discrète, presque aussitôt avalée par le silence médiatique. Puis d'autres liens apparaissent, s'éteignent, ne durent pas. Comme si, après avoir tant donné, Enora cherchait encore l'endroit où son cœur pourrait se poser sans avoir à se défendre. Elle a aimé avec excès, elle a aimé avec courage, elle a aimé avec cette intensité qui peut sembler magnifique au début et devenir difficile à porter lorsque la vie réclame de la douceur. Et peu à peu, une question semble traverser son parcours. Que reste-t-il d'une femme qui aime trop fort quand le monde lui demande d'être plus simple, plus calme, plus facile? Enora, elle, ne s'est jamais présentée comme une héroïne parfaite. Elle a parlé de ses grands chagrins, ses douleurs vastes, profondes,
presque fondatrice, qui ne se contente pas de faire pleurer quelques soirs, mais qui modifie une manière d'être au monde. Ces chagrins-là ne partent pas vraiment, ils changent de place. Ils deviennent une prudence dans le regard, une raideur dans la voix, une peur de recommencer. Et pendant que sa vie sentimentale traverse ces zones d'incertitude, un autre combat, plus intime encore, s'impose à elle, celui contre l'endométriose. Une maladie douloureuse, longtemps minimisée, longtemps enfermée dans le silence, comme si la souffrance des femmes devait rester polie, discrète, presque invisible. Enora fait partie de ces rares personnalités françaises qui osent en parler publiquement à une époque où le sujet demeure sensible. Elle met des mots sur ce que beaucoup taisent. Elle parle de douleur, de corps, d'épuisement, de solitude. Et en parlant, elle ouvre une porte. Une porte que d'autres femmes, peut-être, n'osèrent pas pousser seules. Mais prendre la parole chez Enora n'a jamais été sans conséquence. Chaque sincérité l'expose. Chaque aveu devient matière à commentaires. Chaque fragilité peut être retournée contre elle. Pendant des années, elle subit aussi les attaques sur son physique, les moqueries, le body shaming, cette violence ordinaire des regards anonymes qui croient avoir le droit de juger un visage, un corps, une fatigue. Et comment ne pas vaciller à force? Comment rester entière quand on vous applaudit un jour pour votre force et que l'on vous blesse le lendemain parce que vous avez osé exister autrement que selon les attentes des autres? À cela s'ajoutent les polémiques, les tempêtes médiatiques, les malentendus. Ses paroles directes, son refus de contourner les sujets, sa façon de ne pas baisser les yeux lui valent autant d'admiration que d'attaques. Certains disent qu'elle va trop loin. D'autres l'accusent d'être trop dure. Certains imaginent que ses relations dans le monde du spectacle se fissurent à cause de cette franchise qui ne sait pas toujours se maquiller. Alors, peu à peu, la femme que l'on croyait inépuisable commence à disparaître davantage, moins présente, moins exposée. Comme si elle avait compris que survivre exige parfois de quitter la scène avant que la scène ne vous dévore. Et c'est là que l'image publique se brise enfin pour laisser apparaître la vérité. Enora n'était pas seulement une femme qui parlait fort, elle était une femme qui souffrait fort aussi. Une femme qui portait dans son corps et dans son cœur des douleurs que le public ne pouvait pas mesurer. Une femme qui, malgré les attaques, malgré la maladie, malgré les amours déçus, continuait pourtant à chercher une forme de paix. Pas une paix spectaculaire, pas une paix de magazine, une paix simple, celle de se réveiller sans avoir à prouver qu'elle mérite d'être aimée. Il y a des descentes que personne ne voit vraiment. Elle ne ressemble pas toujours à un scandale, ni à une porte qui claque, ni à une phrase définitive prononcée devant les caméras. Parfois, une chute commence dans un silence qui s'allonge, un téléphone que l'on regarde moins, des invitations auxquelles on ne répond plus avec le même enthousiasme, des plateaux que l'on évite, non pas par mépris, mais parce que le bruit est devenu trop lourd. Pour Enora Malagré, cette période a eu le goût amer de l'épuisement. Celle qui avait longtemps incarné la parole vive, la réaction immédiate, le courage presque insolent de dire les choses, s'est retrouvée face à un mur que même les personnalités les plus fortes finissent par rencontrer, le mur de la saturation. Trop de commentaires, trop de jugements, trop de phrases déformées, trop d'attaques venues de partout, parfois de nulle part. À force d'être exposée, une femme finit par ne plus savoir si on regarde encore son talent ou seulement ses failles. Et Enora, que beaucoup imaginaient blindée, a fini par reconnaître qu'elle ne l'était pas. Elle a connu une forme de chute psychologique, après plusieurs tempêtes médiatiques, une fragilité qu'elle n'a pas maquillée en victoire. Ce n'était pas une défaite spectaculaire, c'était plus intime, plus humain, donc plus bouleversant. Elle n'avait plus seulement à répondre aux critiques.
Elle devait se retrouver elle-même au milieu des morceaux laissés par les années de combat. Car il faut le dire, être une femme entière dans un espace public, souvent brutal, c'est vivre sous une lumière qui chauffe trop fort. On vous demande d'être authentique, mais pas trop. Libre, mais pas trop. Franche, mais jamais dérangeante. Sensible, mais sans fragilité apparente. Et si vous dépassez le cadre, le jugement tombe, rapide, sec, presque mécanique. Enora a payé ce prix-là. Son tempérament, autrefois son signe distinctif, est devenu pour certains une raison de l'attaquer. Son corps, son visage, sa façon de vieillir, d'apparaître, de disparaître, tout a parfois été livré aux commentaires. Le body shaming n'a pas seulement blessé son image. Il a rappelé cette violence sourde que tant de femmes connaissent, cette sensation de ne jamais être regardée comme une personne complète, mais comme une surface que l'on évalue. À cela s'ajoutait la maladie, l'endométriose, cette douleur logée dans le corps, cette fatigue qui ne se voit pas toujours, cette injustice physique qui vous oblige à négocier avec chaque journée. Comment aimer, comment travailler, comment sourire, comment tenir debout quand le corps lui-même devient un champ de bataille. Enora a osé en parler, et ce courage-là mérite d'être entendu autrement qu'à travers le prisme du buzz. Elle a mis de la lumière sur une souffrance que l'on avait trop longtemps laissée dans l'ombre. Mais même ce geste, profondément nécessaire, ne suffisait pas à la protéger. Alors, à un moment, elle a fait ce que beaucoup de survivantes font sans que personne ne les applaudisse. Elle a reculé pour respirer. Elle a cessé de vouloir convaincre tout le monde. Cessé de jouer la femme invincible. Cessé peut-être de confondre résistance et sacrifice. Et dans ce retrait, il y avait quelque chose de très fort, une autre forme de courage. Non plus celui de parler plus fort que les autres, mais celui de s'écouter enfin. À 45 ans, quand les rumeurs de mariage secret ont commencé à circuler, beaucoup ont cru voir seulement une nouvelle intrigue sentimentale. Mais derrière ces murmures, il y avait un parcours bien plus profond, celui d'une femme qui avait traversé les grands chagrins, les critiques, les douleurs du corps, les soupçons du public, et qui ne voulait plus vivre dans la justification permanente. Peut-être que le vrai tournant n'a pas été une déclaration, ni une bague, ni une apparition sur un tapis rouge. Peut-être que le vrai tournant a eu lieu bien avant, dans une pièce calme, quand Enora a compris qu'elle n'avait plus à se battre contre ce qu'elle était. Forte, oui, fragile aussi. Excessive parfois, lumineuse souvent, blessée profondément, et entièrement digne d'être aimée comme cela. Et puis, un jour, l'amour n'est pas revenu sous la forme d'un orage. Il n'est pas arrivé avec les grandes promesses, les déclarations trop parfaites, les gestes faits pour éblouir les autres. Il est arrivé plus doucement, presque à contretemps, dans la présence d'un homme capable de ne pas prendre peur devant les blessures. Cet homme, c'est Ugo Vitrani, Jiam Tuyen Nge Tua Tai Palais de Tokyo, plus jeune qu'elle de 6 ans, mais avec cette maturité tranquille qui n'a pas besoin de se prouver.